Bonsoir à tous et bienvenue pour ce talk vidéo depuis le Mondial de l'Auto. C'est la grande fête de l'automobile, le retour de ce salon mythique 4 ans après l'édition de 2018. Et ce soir, on vous propose pendant 1 heure une discussion pour évoquer l'actualité de cette filière hydrogène qui est l'un des temps forts de ce Mondial de l'automobile. Avec moi, nous sommes ici dans son bureau, Serge Gachot qui est le président du Mondial, un homme heureux. On parlera tout à l'heure, Serge. Je vous montre également à mes côtés Didier Sommereau, qui est de l'agence La Squadra. C'est lui qui a dessiné, élaboré ce pôle professionnel électrique et hydrogène où se retrouvent la plupart des acteurs ce soir. Nous avons également les représentants des constructeurs français. Nous avons pour Ayvia Médiférent, nous avons Richard Meyer pour Stellantis. Nous avons également les nouveaux entrants. Vous savez qu'il y a 2 nouveaux constructeurs automobiles qui sont présents. Il y a Opium avec Karian Jari et puis Namix, bien sûr, avec Fawzi Anaja. Nous avons également les taxis Hype qui sont sur le stand de la Banque des Territoires. Pour HRS, car nous avons les stations, nous avons Adamos Crency qui est connecté depuis l'étranger, mais je précise quand même que HRS est présent sur le mondial. Il y a d'ailleurs, pour être complet, Engie qui est également sur cet espace, mais on n'a pas eu le temps matériellement d'inviter absolument tout le monde. Nous avons pour les équipementiers Plastic Omnium et Xavier Ponchon, et puis bien sûr Symbio qui fabrique des piles à combustible, Symbio qui est représenté par Laurent Chauvin. Je crois que je n'oublie à peu près personne, et si c'était le cas, de toute façon, je reviendrai. Valérie Bouillon-Delport pour France Hydrogène, qui n'est pas exposante, mais qui, bien sûr, est la voix de cette filière hydrogène. On va commencer, si vous le voulez bien, par Serge Gachot, le président du Mondial de l'Automobile. Serge, est-ce que c'est un président heureux qui prend la parole ce soir? Parce que c'est le premier jour d'ouverture au public, et le public est là. Oui, très heureux. Surtout depuis qu'on est rentré du Paris Automotive Summit qui s'est tenu jusqu'à 13h. Donc là, les allées sont noires de monde, les stands aussi, on est ravis. Au moment où je vous parle, on doit avoir à peu près 18 500 personnes au Mondial de l'Auto et des exposants très satisfaits, qu'il était déjà hier par la journée presse. Beaucoup d'interviews, de visibilité, et le président de la République qui est venu quand même pendant 5 heures au Mondial de l'Auto. Donc là, on est ravis. Renault n'arrête pas de prendre des commandes, donc je suis effectivement un directeur de... Alors, il faut préciser une chose, c'est qu'Emmanuel Macron est effectivement venu, et il est venu surtout sur les stands en fait, de cette filière hydrogène. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce qu'on peut dire, Serge, c'est que ce salon, il revient de loin, et il est là, et il montre en fait sa vertu, son rôle. Oui, on est bien là, on est content. C'est vrai que quand on regarde un peu autour de nous, pour Genève, ça fait 4 ans de suite que c'est annulé. L'Allemagne, Francfort, c'est pas très bien terminé. On est passé d'un salon de l'auto à un salon des mobilités au sens large à Munich. Peut-être que l'automobile a été un peu diluée. Nous, on s'est battu, on a essayé d'aller de l'avant. On a été très attentif à ce que j'appelle le nouveau monde de l'automobile et on a voulu s'adapter le plus vite possible et essayer d'être le reflet de cette vitrine d'une industrie quand même très innovante qui a beaucoup de choses à partager. Alors, je précise que Serge a travaillé avant chez Toyota. Il s'est aussi un petit peu occupé de sport automobile à la FIA. Ce qu'on peut voir, c'est que l'hydrogène, clairement, c'est une des thématiques qui monte et elle est présente ici à ce mondial. Oui, le nouveau monde de l'automobile, d'ailleurs, c'est tout d'abord quand même le virage vers l'électrification très rapide. C'est aussi la révolution de l'hydrogène, bien sûr. Et je suis ravi qu'on puisse en parler et montrer la première fois dans un salon, le grand salon B2C, qu'il n'y a peut-être pas qu'une solution unique. Et puis, on a toutes les problématiques d'accessibilité aux voitures électrifiées. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et effectivement, j'ai été déformé très favorablement pour avoir travaillé 16 ans chez Toyota, 13 au siège européen à Bruxelles et 3 au siège global au Japon. Merci Serge, on vous retrouvera un petit peu plus tard. J'aimerais donner la parole à Xavier Ponchon de Plastic Omnium, car vous le savez, la première ministre Elisabeth Borne est venue chez PO justement. PO, c'est donc le surnom de cet équipementier. Madame Borne est venue donc à Compiègne, parce qu'elle est venue communiquer sur le plan hydrogène et pour parler également de ce qu'on appelle les IPCEI. Donc en fait, ce sont cette dérogation qui permet donc aux pays membres de l'Europe de financer finalement des projets importants. C'était quand même un choix très symbolique et j'imagine que ça a dû vous faire très plaisir, Xavier. Oui, une grosse fierté pour Plastic Omnium d'avoir été choisi pour cette annonce globale sur l'ensemble de la filière et plus précisément pour notre projet à nous. On va être un peu égocentrique, mais effectivement, ça a permis d'annoncer la plus grosse usine de réservoirs
qui sera construite à Compiègne avec un début de production en 2025 grâce aux commandes qu'on a prises avec nos deux amis qui sont ici présents, Stellantis, Ivia et le troisième, Opium. Donc, grâce à ces 3 clients et ces incentives, on a cette usine qui va ouvrir et on en est très fiers. Alors, puisque vous parlez donc des XA et effectivement donc le fait d'avoir été retenu pour des projets, il y a Ivia qui est présent, mais différent. C'est vrai que vous êtes très fiers, vous aussi finalement, parce que vous produisez en France, c'est important. Et donc ce projet Ivia, on va vous voir Mehdi à l'image. C'est effectivement important pour vous, j'imagine, pareil, d'avoir été retenu par le gouvernement français. Tout à fait, Laurent, et on est d'ailleurs très reconnaissant à l'ensemble des acteurs institutionnels des pouvoirs publics qui nous ont soutenus dans cette démarche au long cours. On est effectivement très fiers de pouvoir déployer, grâce à ce support de l'IPCEI, une R&D qui va s'accélérer grâce à ce soutien financier. Également de travailler sur notre propre usine sur le site d'Osselin, qui va être une gigafactory d'assemblage de piles à combustible et de stations de recharge à hydrogène. On ambitionne de démarrer également en 2025. Et puis globalement, l'IPCEI, c'est aussi l'occasion de travailler avec des partenaires, Xavier Ponchon de Plastic Omnium, Forvia et d'autres, et de drainer avec nous, en tant qu'OIM, l'ensemble de la chaîne de valeur française pour promouvoir le Made in France. Je termine en disant que l'IPCEI, c'est aussi un booster de compétitivité. L'hydrogène, c'est encore une nouvelle technologie. Et donc, le fait d'avoir un soutien de cette ampleur va nous permettre très rapidement d'arriver avec des offres compétitives sur le marché. Merci Mehdi pour ce témoignage. J'aimerais donner la parole à Valérie Bouillon-Delporte, qui est vice-présidente de France Hydrogène. C'est l'association de référence, bien sûr, de cette filière qui n'arrête pas de s'étoffer. Et c'est important, Valérie, de montrer qu'il y a un soutien de la part des pouvoirs publics, de la part du gouvernement, qui ne se dément pas. Oui, tout à fait. Alors, je dirais ce soutien des pouvoirs publics, il n'est pas récent, puisqu'il a commencé de façon assez conséquente en septembre 2020 avec l'annonce de la stratégie française et un plan de 7 milliards d'euros pour accompagner ces objectifs. Les 3 axes sont très simples. Décarbonation de l'industrie, création de gigafactories, que ce soit au niveau de l'électrolyse comme de la pile à combustible, mais également décarboner le transport dans ses usages intensifs, donc les véhicules utilitaires, les taxis, mais également la mobilité lourde. Et puis enfin, favoriser la formation, favoriser l'emploi, puisque l'industrie automobile est face à un changement de paradigme. Elle doit accélérer sa mutation à marche forcée. C'était le thème de l'Automotive Summit ce matin. Et pour ce faire, elle a besoin d'embaucher. Je pense que quand vous allez sur les stands des différentes sociétés hydrogènes, on voit très souvent, on recrute. Il faut bien que ça se lève, c'est clair. Voilà. Donc, pour les personnes intéressées par l'hydrogène, c'est vraiment le bon secteur. Et puis, pourquoi la recherche est aussi un axe important dans le soutien que l'État apporte à l'industrie? C'est parce qu'on a des champions et qu'il est important que ces champions continuent d'avoir des technologies en avance et des technologies de rupture par rapport à leurs concurrents. Alors, les champions, il y a Symbio, bien sûr, co-entreprise qui vous est chère, Valérie, parce que c'est une co-entreprise entre Michelin, vous travaillez pour cette société, et Faurecia. Et Laurent Chauvin est parmi nous. Alors, c'est vrai que Symbio a une stratégie très ambitieuse. Et là encore, on est dans le Made in France avec des investissements d'un montant vraiment très conséquent. Oui, absolument. Nous avons annoncé que nous avions été retenus dans le cadre des projets IPCEI sur un projet qui pèse au total 1 milliard d'euros d'investissement sur 7 ans. Donc effectivement, comme vous le dites, montant très conséquent qui nous permet à la fois d'industrialiser à grande échelle la production courante, mais également de développer et d'industrialiser la prochaine génération de piles à hydrogène. Nous sommes face à une révolution, l'industrie est encore jeune, nous avons besoin de massifier la production, d'avoir beaucoup de volume de production pour baisser les coûts de production et d'avoir des produits qui soient surtout différenciants parce que la concurrence étrangère ou internationale est au coin du bois. Et même si l'hydrogène en Europe, nous sommes assez à la pointe par rapport au reste du monde, il ne faut pas oublier qu'on doit garder cette avance et ces projets sont là pour nous soutenir. 1 milliard d'euros, ça correspond à 1000 emplois créés sur la période, sur un site de production, une première usine, une gigafactory qui est la plus grosse en Europe annoncée pour la production de fuel cell, qui fait presque 40 000 m² avec 12 000 m² de salle blanche.
Et la maquette d'ailleurs de cette future usine à Saint-Fond près de Lyon est visible sur votre stand, je le précise au passage. Et pour tous ceux qui passent sur l'autoroute au sud de Lyon, vous voyez le bâtiment maintenant, puisqu'il sort de terre, il fait 2 niveaux et c'est juste sur la gauche en descendant vers Valence. Voilà, il n'y a plus qu'à jeter le CV en passant devant. Je vous l'avais dit, on va découvrir deux nouveaux constructeurs automobiles français. Il y a d'une part Opium et puis d'autre part Namix. On va essayer, messieurs, de vous interroger en simultané. Donc pour Opium, nous avons Kerian Jari. Et puis pour Namix, nous avons Fawzi Anadja. On va commencer par vous, Kerian. Vous étiez au tout début, au démarrage du projet, aux côtés d'Olivier Lombard. Je précise que c'est un jeune pilote qui a remporté la catégorie LMP2 des 24 heures du Mans il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Il avait à peine 20 ans, je crois. Et d'ailleurs, vous êtes très jeune, vous êtes des entrepreneurs plutôt jeunes dans cette société. Oui, c'est vrai que là, on parle de mettre un peu les pieds dans le plat et de faire changer les choses. Et je pense que ça passe aussi par cette peut-être esprit jeune. Alors, on ne vient pas juste perturber le statu quo, hein, on respecte quand même l'historique. Et comme on disait, Olivier, maintenant, est un des pilotes les plus expérimentés et dans la course automobile, mais aussi dans la course automobile hydrogène, et a choisi d'appliquer cette technologie à un véhicule de production. Donc, on espère que c'est un avantage pour nous d'avoir cet esprit un peu vif. Voilà, je précise que vous êtes dans le hall 4, puisqu'en fait, il y a deux constructeurs qui sont dans des halls différents. Le hall 4 pour vous et le hall 6 pour Namix. Fawzi, si vous nous entendez, quel est un petit peu le concept? Parce que vous, chez Opium, c'est une berline sportive, on peut dire, haut de gamme. Chez vous, Fawzi, c'est un SUV qui a pour nom d'ailleurs le HUV. Si Fawzi peut activer son micro. Est-ce que le micro, pour l'instant, est coupé, Fawzi? Bon, on va essayer de vous récupérer un petit peu plus tard, c'est pas très grave. En tout cas, l'objectif, c'est, vous avez un point commun, c'est 2025 pour justement donc sortir votre véhicule. C'est presque demain matin. Oui, c'est vrai que nous, on a encore la route est longue, sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense que notre rôle ici, c'est bien sûr, on parle d'infrastructure, on parle d'hydrogène. Nous, on est aussi dans ces cercles de conversation pour accompagner comme on le peut ce développement de l'écosystème. Je pense que notre rôle ici est aussi d'amener une vision de ce que du potentiel de l'hydrogène et de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Alors certes, on est sur un véhicule de luxe, mais une belle voiture, ça parle quand même à tout le monde. Et je pense que notre rôle est de venir accélérer cette image du potentiel de l'hydrogène. Très bien. Je ne sais pas si Fawzi est parmi nous ou si on a le moyen de le rappeler un petit peu plus tard. Bon, je propose peut-être qu'on fasse un petit détour par le pôle, qui est un pôle électrique et hydrogène. Je vais vous présenter Didier Sommereau, qui est à mes côtés. Didier, vous faites partie de la Squadra, c'est une agence événementielle. Et c'est vous qui avez eu l'idée de monter ce pôle. En collaboration avec les amis d'Hopscotch, qui sont les constructeurs du mondial de l'auto, oui, effectivement. La Squadra, je l'ai créée il y a 23 ans avec Jean-Michel Papola. Et notre spécialité, c'est de mettre en scène la mobilité. Autrefois, on aurait dit mettre en scène seulement l'automobile et d'essayer de rendre lisible, simple, compréhensible le bas de la chaîne, c'est-à-dire le véhicule. Il faut que l'utilisateur, d'un coup d'œil, pour faire simple, puisse comprendre ce à quoi il a affaire, rapidement l'assimiler et comprendre si ça peut être l'outil de demain pour lui. Avec les zones à faible émission qui arrivent sur l'électrique et l'hydrogène, c'est une vraie réalité, un enjeu stratégique pour les Français. Et donc nous, on est tout en bas de cette chaîne-là pour faire comprendre, faire connaître et expliquer. C'était l'objet de cette zone-là et c'était l'objet de faire revenir la mobilité professionnelle qui n'était plus dans un mondial depuis 60 ans. Merci pour ces précisions, Didier. Donc, un pôle spécifique qui se trouve dans le hall 3. Et la bonne nouvelle, Serge Gachot, c'est que on a en fait les deux constructeurs français. Et d'ailleurs, globalement, pour le salon, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir Renault et Stellantis. Oui, exactement. Donc, on a Ivia, effectivement, qui est là, deux marques de Stellantis, Peugeot et Citroën. Et non seulement on peut voir les voitures, être complètement renseigné sur le produit, mais on peut aussi les essayer, ce qui est assez extraordinaire, très pratique, juste à côté. Et puis autour de ça sont venus se greffer des acteurs qui sont notamment dans
cette vision. Merci. Je voudrais maintenant évoquer Hyvia, qui est donc une coentreprise entre Renault et Plug Power. Mais différent, vous avez déjà entendu tout à l'heure. Peut-être en un mot pour démarrer, dire que Renault est présent également avec deux produits, deux concepts plutôt sur son stand dans sa famille. Il y a l'Alpine déjà, qui est l'Alpenglow, qui est une voiture hypercar à moteur à combustion hydrogène, qui est fantastique. Et puis il y a aussi le Scenic Vision, qui est un monospace avec range extender hydrogène. Tout à fait. Donc c'est effectivement deux concepts qui sont présentés sur le stand de Renault qui parlent au grand public puisqu'ils font référence à l'émotion. Dans le cas d'Hyvia spécifiquement, puisque chez Hyvia, on est une co-entreprise de Renault et de Plug Power, on est vraiment focalisé sur le cas d'usage de la mobilité professionnelle et du véhicule utilitaire en particulier. Et lors de ce mondial, notre événement, c'est le lancement de la technologie H2Tech qui s'applique sur 3 familles de véhicules. Donc le Renault Master Van, qui vient d'obtenir son homologation et qui va rentrer en commercialisation dans un premier temps dans 5 pays européens. Le Renault Citybus, Master Citybus, et puis le Châssis Cabine, qui va sortir l'année prochaine. Les véhicules, ils ont un point commun de partager une plateforme électrique issue de Renault et de l'expertise de Renault en matière de véhicules utilitaires légers. Et puis, ils ont en particulier 3 avantages majeurs sur leur concurrent thermique, c'est le zéro émission. J'oublie encore de le rappeler. On le fait également avec l'hydrogène, de pouvoir faire la recharge extrêmement rapidement, puisqu'il faut 3 à 5 minutes pour faire le plein d'hydrogène. On embarque jusqu'à 6 kg d'hydrogène sur nos véhicules, ce qui garantit une autonomie de l'ordre de 400 km sur cette famille de véhicules. Et puis enfin, on a préservé l'essentiel, c'est-à-dire l'espace de stockage. Et quand on parle d'un grand fourgon de cette catégorie, sur des cas d'usage tels que la livraison du dernier kilomètre, avec des contraintes réglementaires qui arrivent au niveau européen, on est très content de pouvoir conserver 12 mètres cubes de capacité de stockage sur ce véhicule et puis une capacité d'emport, une charge utile de l'ordre de 1 tonne, qui vont permettre, caractéristiques qui vont permettre aux clients d'expérimenter la technologie hydrogène sans faire de compromis sur leurs opérations. Et ça, pour nous, c'était évidemment très important. On accompagne le véhicule hydrogène parce que la technologie, a été évoquée tout à l'heure, est encore très nouvelle. On l'accompagne par des services et en particulier par une approche sur l'écosystème complet qui est encore un petit peu anxiogène avec le véhicule hydrogène, c'est la disponibilité de la recharge. Et notre offre écosystème complet s'appuie sur des stations de recharge qui vont permettre à certains clients qui le souhaitent de pouvoir avoir en propre leur dispositif de recharge de façon à recharger le soir leur véhicule et repartir le lendemain sur des sites d'opération intensives. Et ça, pour la mobilité professionnelle, c'est un argument différenciant dans notre offre. Merci Mehdi pour ces précisions. On va maintenant écouter Richard Meyer pour Stellantis, qui est à la division des véhicules utilitaires. Alors, en fait, il y a 3 véhicules qui sont disponibles au sein de la gamme Stellantis. On peut en voir 2 effectivement sur ce pôle professionnel. Des produits qui sont d'ores et déjà disponibles et qui sont d'ailleurs utilisés par des clients déjà au quotidien. Oui, merci Didier. Vous me permettrez de démarrer justement par les clients parce que tout passe par là, y compris pour les nouvelles technologies comme la pile à combustible à hydrogène. Donc en fait, notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique et quand on les écoute sur leurs besoins, ils ont besoin d'une solution de mobilité zéro émission qui leur permet de continuer à exercer leur activité professionnelle en toute liberté, donc d'aller circuler dans toutes les zones, y compris celles qui font l'objet ou qui feront l'objet de restrictions, et sans évidemment aucun compromis sur les capacités d'emport du véhicule. Donc, pour répondre à cette demande de nos clients, on a mis en œuvre un plan en 2 étapes. La première étape, ça a été d'abord d'électrifier la totalité de notre gamme de véhicules utilitaires. C'est fait depuis la fin de l'année 2021. Donc, l'ensemble de notre gamme, du van compact au van le plus large, est disponible en version électrique. Nous sommes leaders sur ce marché en Europe avec plus de 45% de part de marché. Et quand on regarde cette technologie, donc qui est 100% électrique batterie, on se rend compte que c'est une technologie qui est complètement pertinente pour, on va dire, une bonne partie des clients. Pour vous donner un chiffre pour l'illustrer, aujourd'hui, on sait que 83% de nos clients font 200 km par jour en moyenne. Néanmoins, quand on regarde les chiffres de manière encore un peu plus précise, on s'aperçoit que parmi ces 83%, plus de 50% d'entre eux font régulièrement plus de 300 km. Donc, on a décidé de s'engager dans la technologie hydrogène pour apporter une réponse complémentaire par rapport à la réponse 100% électrique
pour permettre à ses clients, au travers de cette technologie pile à combustible à hydrogène, de bénéficier de 4 atouts majeurs. Le premier, c'est évidemment une solution zéro émission. Le second, 400 km d'autonomie. Le troisième atout, c'est 3 minutes seulement pour faire un plein d'hydrogène. Et le quatrième atout, c'est aucun compromis sur les prestations. On a un espace de chargement qui est strictement identique aux véhicules équivalents en diesel ou en électrique et une charge utile d'une tonne qui est la même que ces versions-là également. Donc, une fois qu'on a dit ça, le contenu de notre offre, donc, au travers des Citroën Jumpy et Peugeot Expert que nous exposons ici, c'est tout simplement le véhicule donc, qui est exposé dans ce mondial, accompagné d'un package complet qui permet aux clients d'avoir une solution avec une station de recharge et la fourniture d'hydrogène. Ce package complet, on le construit en partenariat avec Engie, notre partenaire français, de manière à apporter une solution clé en main à nos clients. Dernier point sur ce sujet de l'offre qui est important, notre feuille de route. La bonne nouvelle, c'est que le véhicule dont je vous parle, c'est déjà une réalité. Il est sur la route. Nous avons livré nos premiers clients à la fin de l'année dernière. Et la meilleure preuve, c'est que je vous invite à venir l'essayer sur le mondial. Il suffit de s'inscrire, c'est extrêmement simple, dans la zone hydrogène. Et vous aurez le plaisir de découvrir cette technologie dans la vraie vie sur la route. Mais oui, au-delà, on l'a dit, il suffit de s'inscrire. On peut essayer toutes les voitures qu'on veut d'ailleurs sur ce mondial. Absolument. Donc ça, c'est quand même une opportunité avec cette technologie nouvelle. Juste un dernier message pour dire que, évidemment, on ne s'en tient pas là. On a une feuille de route complète qui est établie et que nous sommes en train d'exécuter, avec une étape importante en 2024 qui sera l'extension de cette technologie à notre offre du van du dessus, donc le van supérieur, puis ensuite une extension en dehors de l'Europe, même avec les États-Unis qui arriveront dans la foulée. Merci. J'aimerais qu'on essaie de contacter à nouveau Fawzi Anadja pour Namix. Je ne sais pas s'il est parmi nous, s'il a pu se connecter. On prend évidemment quelques risques, hein, puisqu'effectivement, on est dans les conditions du mondial, donc chacun se connecte depuis son stand globalement. Je ne sais pas si Fawzi nous entend. On essaiera sinon de le récupérer un petit peu plus tard. Fawzi, vous êtes là ? Bon, on va essayer de vous appeler, mais on vous promet de parler de Namix et notamment de son concept avec des capsules face un petit peu Nespresso. Ce sont des tubes en fait, hein, qu'on peut mettre à l'arrière de la voiture. Ça permet de contourner donc les problèmes de station lorsqu'il n'y en a pas. Je propose qu'on continue à parler de véhicules. On a les taxis Hype avec Mathieu Gardy. Vous connaissez forcément les taxis Hype, ils sont de couleur bleue. On en croise quand même pas mal à Paris et surtout, on va en avoir beaucoup, Mathieu, à proximité des JO de 2024 dans la capitale. Là. Merci Laurent. Oui, tout à fait. Et puis, il y en a quand même pas mal aussi sur le salon. Vous pouvez venir sur le stand de la Banque des Territoires où on expose un taxi Hype qui est un modèle de Mirai 2. Donc, ça permet à Toyota, qui est un peu absent du salon, d'être quand même représenté. Et puis, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez aller au niveau des test drive, essayer soit la Mirai 1, soit la Hyundai Nexo. Qui sont toutes les deux en format taxi Hype disponibles à l'essai pour qui souhaitent s'imaginer chauffeur de taxi pendant quelques instants. Alors, nous, on est effectivement ravis de cette forte empreinte de l'hydrogène sur ce salon de l'auto et en particulier ravis de constater qu'il apparaît des initiatives que nous, on attend depuis très longtemps, puisqu'on est un peu un ancien dans ce dispositif hydrogène autour des véhicules. Donc, on est à la fois ravis d'être sur notre stand entouré de constructeurs français qui proposent des solutions tout à fait pertinentes sur des véhicules hydrogène utilitaires pour le moment. Ravis de voir qu'il y a des nouveaux entrants qui arrivent sur le véhicule léger avec Opium et Namix, avec là encore des concepts nouveaux et inspirants, et que donc il y a une vraie dynamique. Et ça correspond parfaitement à ce que nous, on souhaite et ce sur quoi on essaie de travailler, puisque nous, on essaie vraiment de faire en sorte que cette industrie puisse passer à l'échelle le plus rapidement possible et donc avoir le maximum d'offres, le maximum de volume. C'est un peu le positionnement de Hype, d'essayer de catalyser ce passage à l'échelle avec une approche un peu atypique, puisque nous, on est sur toute la chaîne de valeur. On n'est pas un constructeur de véhicules, on n'est pas un constructeur de stations. On est une plateforme qui, à la fois, va déployer un réseau de distribution, un réseau de production,
en lien avec des partenaires industriels sur ces segments-là, comme HRS qui est à côté de nous sur le salon et McPhy. Et puis également de faire développer la partie véhicule en activant un premier usage qui est donc le taxi qu'on a activé depuis 6 ans maintenant. Aujourd'hui, on a près de 200 taxis Hype qui tournent dans les rues de Paris, en région parisienne. Ce chiffre va être porté alors, à 700 en début d'année 2023. Avec des livraisons de Mirai 2 là, qui vont reprendre et s'intensifier. Et un objectif en parallèle dans début d'année 2023 d'avoir commencé à ouvrir une demi-douzaine de stations Hype en région parisienne. Et puis sur l'échéance fin 2024 dont tu parlais Laurent, effectivement, nous l'objectif c'est qu'on soit vraiment là passé à l'échelle avec un réseau de stations de 26 stations en région Île-de-France, capable de distribuer 20 tonnes par jour d'hydrogène vert qu'on aura produit localement. Et qui sera en capacité d'accompagner la transition de 10 000 véhicules en usage taxi, et puis également d'accompagner la transition des autres types de mobilité hydrogène, puisqu'on participe et on accompagne aussi l'arrivée des autres mobilités pertinentes, dont la logistique du dernier kilomètre. On a déjà commandé des premiers véhicules Stellantis, on est ravis, et on espère qu'on va aussi rapidement commander des véhicules Avia et pouvoir les mettre sur la route dès que possible. Merci. Je voudrais demander à Adamo Skrenci, qui représente donc justement HRS, qui fait des stations et qui est l'un des partenaires effectivement de Hype, de prendre la parole parce que Adamo, c'est quand même une belle démonstration de passage à l'échelle. Et là, c'est de la mobilité hydrogène qui se voit. Et puis, on parle également de gros volumes pour la distribution de carburant. Merci beaucoup. Je suis très impatient. Je suis désolé de ne pas être là physiquement, mais je suis impatient d'arriver demain pour voir tout ce qui se passe dans l'hydrogène à ce mondial de l'auto. Peut-être en préambule, on a parlé beaucoup de différentes solutions et la priorité pour nous et pour nous tous, c'est de décarboner la mobilité. Il ne faut pas opposer la partie électrique à la partie hydrogène. Et ça, on l'a déjà entendu plusieurs fois. Moi, je dis toujours que l'électron et l'hydrogène sont les meilleurs amis du monde parce que plus on fabriquera d'électrons décarbonés, plus on aura besoin de le stocker, de le valoriser d'une certaine façon, et l'hydrogène est un bon moyen. Et plus on aura besoin d'hydrogène dans différents usages, plus on aura besoin de fabriquer d'électrons. Donc ça ira de pair. Pour la mobilité, l'hydrogène a 2 grands atouts. On en a parlé aussi globalement. C'est 1, l'autonomie, la grande autonomie, et 2, les usages intensifs, la rapidité de recharge. Je prends juste un petit calcul. Quand on fait le plein de la Mirai, 5 kg en 5 minutes aujourd'hui, demain potentiellement 1 minute, on travaille déjà sur ces nouvelles technologies qui permettront d'accélérer encore plus le remplissage. Ça équivaut simplement à un petit superchargeur de 10 MW. Je pense qu'on ne verra jamais dans la rue un superchargeur de 10 MW et on ne verra jamais personne se connecter avec une prise pour un véhicule à 10 MW. Ça n'existera pas. Donc quand on a besoin d'embarquer beaucoup d'énergie et quand on a besoin de transférer beaucoup d'énergie, pour les 100 années qui viennent devant nous, la chimie sera incontournable. On en a parlé aussi, un manque d'infrastructure. J'ai entendu le mot anxiogène, la recharge, le problématique. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette problématique de poule et de l'œuf. On n'a pas l'infrastructure, on ne démarre pas les véhicules, on met les véhicules, on va démarrer l'infrastructure. Et la plupart des acteurs ont dû faire une offre globale intégrée. Nous, HRS, on est là pour casser ce cercle vicieux où on n'a pas d'infrastructure, on veut passer à l'échelle, faire des stations de grande taille de façon industrielle et de professionnaliser cette station. 2 chiffres. Depuis 2020, où j'ai moi-même démarré, je crois, la première station hydrogène en Europe, on en a installé un peu plus de 200 en Europe, c'est-à-dire 10 par an sur toute l'Europe. HRS, avec notre nouvelle usine qui sera prête l'année prochaine, on pourra produire 180 stations de grande taille par an. Ça donne juste un peu l'ampleur de l'investissement. Et on aura aussi une plateforme d'évaluation et de test de développement qui est unique en Europe, où on pourra travailler avec les différents partenaires, que ce soit les stockages, les compresseurs, les systèmes de remplissage, pour développer les futures stations du futur. Avec Hype. Hype, je dirais, on fait partie, on se connaît tous, de l'équipe de France de l'hydrogène. D'ailleurs, McPhy est aussi partenaire. On veut amener plus, on veut développer les infrastructures, on veut développer les usages. Et donc, il faut travailler ensemble. Il faut travailler en partenariat, c'est un maître mot, c'est important. Vous avez vu le potentiel, 6 stations 2023, 26 ensuite, potentiellement 50. Donc, il faut alimenter cette flotte de véhicules. Et je dirais juste, en terminant pour cette partie-là… Oui, parce que je vous connais, je sais que vous êtes bavard et enthousiaste. On a entendu
je pense que l'hydrogène, c'est la mobilité décarbonée sans compromis. Et je pense que ça peut être le motto. C'est-à-dire que temps de recharge rapide, quantité d'énergie embarquée, on le voit chez Opium, on le voit chez Namix, on le voit dans les taxis. C'est-à-dire on ne change rien. On fait comme d'habitude. Et l'hydrogène permet de faire cela. Merci. On va retourner voir Xavier Ponchon chez Plastic Omnium pour peut-être mieux comprendre finalement votre offre, ce qui est à la fois donc les piles à combustible à travers donc un partenaire allemand qui est le Ringklinger, et puis naturellement il y a ces réservoirs à hydrogène, ces réservoirs qui sont stratégiques pour stocker bien sûr donc l'hydrogène à 700 bars lorsqu'il s'agit de voitures par exemple. Oui, effectivement, c'est un gros challenge, les réservoirs, avec du 350 bars également, hein, qu'on propose aujourd'hui, du 700 bars qui arrive prochainement, et qu'on peut fournir sur des véhicules de différentes tailles, hein, du camion de 30 tonnes avec des réservoirs de 400 litres jusqu'à des réservoirs de 50 litres. Donc, c'est la partie dont on parlait tout à l'heure, l'usine qu'on va faire à Compiègne. Et effectivement, comme on souhaite tout proposer sur l'hydrogène, on peut aussi proposer le système de pile à combustible qui est en gros la centrale électrique, hein, parce que c'est une centrale électrique à l'intérieur du véhicule. Et dans cette centrale électrique, eh bien, il y a la pile à combustible, où là, effectivement, grâce à notre co-entreprise avec les Klinger, donc la co-entreprise EKPO, on peut proposer cette pile à combustible à nous-mêmes, hein, on se fournit nous-mêmes, mais également aux constructeurs en direct, à certains de nos compétiteurs. Donc ça nous permet d'être sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène et on en est très content. Alors ici, on est au mondial de l'auto, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce marché de la mobilité hydrogène, c'est des véhicules lourds. On a parlé utilitaires, il y a des camions, il y a des bus, et puis peut-être demain des bateaux, des avions, allez savoir. Oui, alors on travaille sur pas mal de projets. C'est vrai que pour Plasticum, c'est assez nouveau parce qu'on était très centré sur l'automobile et aujourd'hui on s'ouvre à toutes les formes de mobilité, de la mobilité très légère jusqu'à la mobilité très lourde, au véhicule, au bateau, à l'avion. C'est ce qu'on fait avec KPO notamment, avec un accord avec Airbus. Donc effectivement, ce changement de paradigme de la mobilité nous force, nous, Plastic Omnium, à s'ouvrir à d'autres types de mobilité. Et j'ai oublié le train, on a un accord aussi avec Alstom pour fournir des équipements sur les trains, ce qui est très nouveau pour nous. Très bien, parfait. Merci pour cette précision. Alors, on me dit que... on me dit que Fawzi s'est connecté. On va le retrouver dans un instant, mais je voudrais d'abord faire parler Kerian Géry, car vous êtes partenaire en fait pour Opium. Vous avez un partenariat qui vous lie entre Opium et Plastic Omnium, si on peut en dire un petit mot. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, on a quand même un respect de l'historique. Il y a des gens qui sont déjà implantés et qui savent très bien faire ce qu'ils savent faire. Plastic Omnium était notre premier choix dans cette culture du stockage de l'hydrogène. Je reviens sur ce qui a été dit avant, c'était bien sûr ce non-compromis et cette autonomie. Nous, l'autonomie, aujourd'hui, elle ne se compte pas plus en kilomètres, mais elle se compte aussi en kilowattheure. Aujourd'hui, l'utilisateur n'utilise plus qu'un véhicule pour aller d'un point A à un point B, mais aussi pour être dans l'interactivité, pousser les expériences à l'intérieur d'un véhicule, réapprendre à découvrir son environnement. Et donc l'hydrogène vient débloquer des limites qui sont de plus en plus imposées par les véhicules à batterie. Donc nous, on est bien sûr très fiers de travailler avec Plastic Omnium sur ce projet-là et de voir comment est-ce que une équipe neuve comme la nôtre peut amener peut-être un point de vue un peu différent pour aider à innover, même sur le stockage d'hydrogène. On va travailler à partir de la page blanche pour optimiser toutes les briques qui viennent constituer un véhicule de performance comme le nôtre. Merci à vous. Alors, si la technique le permet, on va donc peut-être pouvoir entendre Fawzi Anadja de Namix qui va nous parler donc de ce nouveau constructeur qui est exposé. On vous voit enfin, Fawzi. Bonsoir à vous. Namix dans le hall 6, donc avec effectivement une offre plutôt originale par rapport à ce qui se fait d'habitude dans l'hydrogène. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, Fawzi, fondateur et président de un nouveau scooter automobile premium qui a commencé en France en 2017. Aujourd'hui, on a fait notre première mondiale le 11 mai dernier à Paris. Et là, c'est notre première grande rencontre avec le public ici à Paris, donc c'est vraiment un super événement. Pour enfin mieux expliquer l'hydrogène au public, faire comprendre, informer de nos visions du bas carbone pour la suite. Notre croyance, l'hydrogène pour nous, c'est la vraie solution, une des vraies solutions
de la mobilité propre dans le futur, notamment la date statistique qui arrive de 2035. On ne pourra plus vendre de véhicules thermiques ou même hybrides, c'est soit batterie, soit hydrogène. Et quand on pense qu'aujourd'hui les batteries sont majoritairement produites en Chine et en Asie, on se pose des vraies questions de géopolitique et d'indépendance énergétique. Donc, pour moi, l'hydrogène et la France, une solution vraiment concrète, vraiment concrète, pour qu'on garde. Alors, merci pour ces précisions. Et je le disais tout à l'heure, pendant qu'on essayait de vous récupérer, ce concept, ce qui est intéressant, ce sont ces capsules. Vous imaginez des distributeurs automatiques, un peu comme des canettes de soda, sauf que ça serait des canettes d'hydrogène. Tout à fait. C'est vrai que quand le projet, on l'a commencé en 2017. En 2019, on a sur cette problématique de réseau d'hydrogène. On avait déjà rencontré différents acteurs et nos prévisions par rapport à 2025 étaient encore assez limitées pour fournir. Aujourd'hui, on parle de 11 300 stations d'essence en France. Même si on avait 50 ou 50 stations particulières, c'est assez. Donc, on a commencé à faire de la recherche, de la R&D avec nos équipes d'ingénieurs, et est arrivée cette solution de capsule hydrogène. La capsule, en fait, on ne traite pas l'amont, on traite l'aval, c'est-à-dire la dernière étape avec le client. Comment on lit le client en hydrogène, parce que finalement, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de production d'hydrogène. Et on revient toujours au même système. On laisse la production d'hydrogène vert à d'autres personnes, c'est pas notre partie, pas notre expertise. Nous, c'est le véhicule, c'est le système de recherche. Et c'est deux projets en un. On a le véhicule, la capsule, qui est en fait une équipe différente, c'est une équipe complètement différente, c'est une vision différente, c'est même un timing différent. Dans le véhicule, on a 6 capsules d'hydrogène, compressées à 700 bars. Pour résumer, on avait un premier problème, c'était le ratio. Vous savez, le ratio qu'on a par rapport au tank hydrogène d'environ 20-23 kg pour 1 kg d'hydrogène compressé à 700 bars. Ça posait problème. On a dû réduire certains aspects. Donc, ça fait que chaque capsule a environ 50 et 60 km de environ. On a 600 g d'hydrogène compressé dans chaque capsule. Le but, c'est qu'il y a ce réseau de Capistore qu'on appelle ce distributeur automatique. Il n'y a pas de génie civil en fait. On dépose un Capistore comme un distributeur, on place les capsules dans ce endroit-là, on les récupère, et on repart sur leur route. Donc 2 scénarios. On peut l'arrêter sur une station hydrogène, on peut recharger la voiture sur une station hydrogène à 700 bars. On recharge à la fois le tank principal et les capsules. Et s'il n'y a pas dans l'endroit de station hydrogène, il y a un network de Capistore qui est proposé. L'avantage, c'est qu'on n'a pas ce problème de ROI, parce que si on a un hydrogène, il faut qu'il y ait beaucoup d'habitants, grosse zone de chalandise à côté, moins dépendant de ça avec ce système décentralisé. Merci Fawzi. Puisque vous parlez de stockage d'hydrogène, j'aimerais interroger, parce qu'il fait partie également de nos invités, j'espère qu'il est parmi nous, c'est Clément Janson de Pragma Mobility. Je dis ça parce qu'en fait, le vélo hydrogène est quelque chose qui est apparu il y a déjà quelques années. Bonjour Clément. Fawzi, vous pouvez couper votre micro pendant ce temps. Clément, donc c'est vrai que sur les vélos hydrogènes, ce sont des petites bonbonnes finalement qu'on met dans le cadre qui permettent de ravitailler ces vélos. Tout à fait, Laurent. Aujourd'hui, notre vélo hydrogène et nos véhicules hydrogène de manière plus générale, on a également un triporteur dans la gamme et des véhicules en développement. On embarque un réservoir sous pression. Donc, nous, on stocke notre hydrogène aujourd'hui à 300 bars directement intégré dans le cadre des véhicules. La technologie de stockage a été testée par Pragma il y a quelques années, en 2015-2016. C'était pas assez mature à ce moment-là, donc on a fait le choix de partir sur une solution de stockage sous pression. Mais j'ai eu la chance d'échanger rapidement avec Fawzi ce matin sur les cartouches de Namix, et Pragma serait ravi de réapprendre, j'ai envie de dire, sur cette technologie et voir si des collaborations sont possibles par la suite. Merci. On vous retrouvera un petit peu plus tard, Clément, car j'aimerais repasser par le stand Symbio, si je peux me permettre l'expression. On va donc écouter Laurent Chauvin, parce que vous montrez donc effectivement sur votre stand, dans ce hall 3, sur ce pôle professionnel électrique et hydrogène, votre savoir-faire en matière de piles à combustible, et c'est quand même, j'allais dire, le nerf de la guerre. C'est ça qui amène, qui fait la transformation finalement de l'hydrogène en courant électrique. Oui, c'est le générateur électrique qu'on embarque sur le véhicule, effectivement. Donc, c'est un savoir-faire qui est clé dans la mobilité, dans la transformation, à la fois pour avoir des produits qui soient extrêmement efficaces. Donc, quand la transformation de 1 kg d'hydrogène, combien de kilomètres on va pouvoir le faire? Et c'est vrai que nous avons une stratégie
assez volontariste sur le marché, avec une intégration verticale de bon nombre de composants pour maîtriser justement la qualité et le rendement de nos piles, avec une gamme qui couvre finalement du véhicule utilitaire léger, comme on l'a avec les premiers véhicules de Stellantis. Aujourd'hui, sur une pile de 40 kW, on a également des piles de 75, et après on va sur des multiples 150 et 300 kW pour aller jusque de la mobilité lourde sur du camion heavy duty tracteur. Merci pour ces précisions. Je voudrais qu'on retrouve à présent Valérie Bouillon-Delporte. On essaie d'avancer un petit peu finalement. Là, on a vu les différents acteurs, et un peu plus tard, Clément Janson reviendra peut-être sur le scooter qui est l'étape d'après finalement. Mais j'aimerais, Valérie, qu'on évoque ce contexte qui est très porteur pour l'hydrogène, parce que bon, on vit une crise ukrainienne, on vit un contexte qui n'est pas très drôle, hein, ça a été dit ce matin au summit, hein, bien sûr, de ce mondial de l'auto. Mais par contre, il y a des bonnes raisons d'espérer pour l'hydrogène, parce qu'en fait, il y a un soutien très fort de l'Europe, et vous connaissez très bien les arcanes de Bruxelles, et puis encore et encore, finalement, cette actualité, tous les jours, il se passe des choses dans l'hydrogène. Hein. Oui, alors le rythme s'est vraiment accéléré depuis 3 ans. C'est vrai que les crises successives ont été un formidable accélérateur pour l'hydrogène, donc il y a des fois de bonnes nouvelles aussi. On l'a vu avec la constitution de la nouvelle Commission européenne, on l'a vu également avec le Covid, hein, puisque les différents plans de relance ont placé l'hydrogène au cœur des stratégies nationales. En France, on a quand même 2 milliards qui ont été fléchés de façon additionnelle sur l'hydrogène dans le cadre du plan de relance France 2030. Et vous avez également la crise et la guerre en Ukraine qui a mis un petit peu l'éclairage sur l'indépendance énergétique. Et en ce sens, l'hydrogène, on a parlé beaucoup de mobilité aujourd'hui, mais l'hydrogène est aussi un moyen de stocker l'excédent ou de stocker les énergies renouvelables sous forme d'hydrogène. On transforme l'électricité en hydrogène et de pouvoir l'utiliser à un moment où on peut en avoir besoin, pour la mobilité bien sûr, mais également dans d'autres applications, que ce soit pour décarboner l'industrie ou encore pour le retransformer éventuellement en électricité. Et je pense que ce qu'il faut signaler aujourd'hui, et le mondial en est un très bon exemple, c'est qu'on retrouve de nouvelles sociétés. Donc, on l'a vu avec Evian, on le voit avec Symbio, on le voit également avec Opium, avec Naemix. Vous avez d'autres acteurs. Qui va être content, c'est Serge Gachot. Hein. Oui, regardez son sourire là, regardez son sourire. On se connaît d'ailleurs avec Valérie. Oui. Et vous avez également au niveau des électrolyseurs, on les voit peu sur le salon parce que c'est quand même pas leur terrain d'expression. Ça prend de la place. Voilà, et ça prend de la place. Mais là aussi, vous avez des nouvelles sociétés qui sont en train de devenir des PME. Moi, j'ai eu la chance en tant que Michelin de connaître Symbio à ses débuts, hein, début 2010. Aujourd'hui, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui se positionne comme un champion. C'est le cas également avec de nouveaux acteurs comme Evian, mais vous avez aussi les historiques. Dans les historiques, vous avez des acteurs comme Plastic Omnium, comme Faurecia, vous allez retrouver également les constructeurs qui, quelque part, sont amenés à se positionner aussi sur ces nouvelles technologies. Donc, on a un terreau, et l'association que je représente, hein, France Hydrogène, a un amalgame de gros groupes, mais également de petites sociétés. On a 450 membres, plus de la moitié de ces membres sont des entreprises qui sont soit des petites sociétés, soit des PME. Et ça fait la richesse également de cette filière industrielle qui a besoin de constructeurs, qui a besoin d'équipementiers et qui a besoin de faire de ce tissu industriel des champions qui vont générer de l'emploi. Je le répète encore une fois, ce matin, on a parlé de paradigme, de mutation profonde du monde automobile. L'hydrogène n'est pas la seule technologie. L'hydrogène est une des technologies qui, aux côtés de la batterie, vont permettre à l'industrie automobile d'atteindre les objectifs de décarbonation et d'atteindre cet objectif zéro émission en 2035. Mais ça crée également un tissu industriel et ça rend notre industrie automobile robuste. Donc oui, les challenges sont là, mais je dirais, on a des enjeux colossaux, mais on a des entreprises qui sont prêtes à les relever.
Merci. Je me tourne à nouveau vers Aivia et puis Stellantis. C'est intéressant de savoir ce que les constructeurs français voient, enfin, comment ils voient leur rôle finalement par rapport à cet écosystème français. Je ne sais pas si Richard Meyer est avec nous, toujours. Richard, donc, qui représente donc, Stellantis. C'est intéressant de savoir, Richard, comment vous voyez votre place, comment vous pouvez aider par rapport aux sous-traitants. Alors, on sait qu'au sein du groupe, l'expertise se trouve plutôt chez Opel en Allemagne, mais bon, néanmoins, vos utilitaires sont quand même fabriqués en France. Alors, parfaitement, oui. Stellantis prend une part significative dans le développement de cet écosystème français. Et il est vraiment, cette préoccupation, elle est au cœur de notre démarche et elle s'appuie sur 3 piliers essentiellement. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, vu des clients, la technologie pile à combustible à hydrogène est complémentaire par rapport à la technologie batterie. Et du point de vue de la production, c'est la même chose. Pour produire nos véhicules hydrogène, on part d'un véhicule batterie qui est fabriqué en France. Donc, je parle d'un Citroën Jumpy, d'un Peugeot Expert, qui sont donc fabriqués en France à Ordin. Ça, c'est le premier pilier de notre contribution à l'écosystème français. Le second pilier, c'est que pour transformer ce véhicule en une version hydrogène, on l'adapte en intégrant des composants hydrogène spécifiques qui proviennent de tissus fournisseurs de premier rang et qui sont français, avec des productions françaises. Je parle de Symbio qui nous fournit la pile à combustible. Je parle des réservoirs d'hydrogène qui sont fournis par Forvia également. Et puis le troisième pilier de cette contribution à l'écosystème français, c'est au travers des services que l'on va proposer à nos clients, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons un accord de partenariat avec Engie, société française bien connue, pour fournir à nos clients une solution de recharge qui comporte à la fois une station et la fourniture d'hydrogène. Merci. Côté Aivia, mais différent. Pareil, c'est le Made in France, c'est important, y compris d'ailleurs dans le choix des sous-traitants, cette volonté d'étoffer un peu ce portefeuille finalement de contributeurs à vos véhicules. Tout à fait, Laurent. Si vous venez nous visiter sur le hall 3, sur le stand 1 de Aivia, vous aurez par exemple l'occasion de voir notre maquette pédagogique co-réalisée avec Forvia qui explique le rôle du stockage d'hydrogène à 700 bars avec les technologies d'enroulement de fibres de carbone. Pour revenir sur le Made in France, pour nous, le site qui l'incarne le mieux, c'est le site de Flins, sur lequel nous sommes implantés. Nous avons inauguré au mois de mars une première unité pilote d'assemblage de piles à combustible. Donc, ce site de Flins qui s'inscrit aussi dans la refactory de Renault, qui est le lieu de l'économie circulaire et de la revalorisation des véhicules en fin de vie, nous permet de faire converger toute la base d'approvisionnement fournisseur pour réaliser l'assemblage des opérations de contrôle qualité, de démarrage des piles à combustible, avant de préparer leur assemblage qui sont réalisés sur un site qui se trouve près d'Ozoir-la-Ferrière. Donc c'est 100% made in France. Et puis j'ajouterais sur la partie écosystème que nous travaillons également sur les stations de recharge, donc 350 et 700 bars, avec l'ambition de démarrer l'assemblage de ces stations également sur le site de Flins très prochainement. Donc oui, bien sûr, l'importance pour nous de l'implantation territoriale est très importante. Il faut quand même qu'on cite l'Europe, puisqu'au début de l'échange, on a évoqué les CPCEI européens. Pour nous, le marché du véhicule utilitaire hydrogène est avant tout européen, avec de grandes ambitions pour l'entreprise Aivia, puisqu'on souhaite devenir le leader du grand fourgon, avec en particulier une part de marché visée de 30% d'ici à 2030. Et ça s'inscrit totalement dans la logique européenne des IPCEI. On va lancer dès cette fin d'année plusieurs pays de déploiement à travers le réseau Renault et en particulier le réseau ProPlus, qui est le réseau spécialisé pour la mobilité professionnelle des véhicules utilitaires, avec tout un package de services, de maintenance, d'après-vente et de garantie. Et donc, on démarre en France, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, très prochainement au Royaume-Uni, en Espagne, et d'autres pays suivront dans les prochains mois. J'ajoute également quelques partenaires prestigieux et on va dire les early adopters, puisque c'est la formule consacrée au niveau des clients. On travaille avec des grands noms français, donc c'est le cas de RATP Dev, c'est le cas aussi de Chronopost, avec qui nous réalisons une première expérimentation à petite échelle sur de la livraison du dernier kilomètre. On a également des groupes comme Engie, Airbus ou même Orange, qui sont nos premiers clients grands comptes, si je puis dire, qui vont exploiter des véhicules grands fourgons Renault Master H2 Tech dans les prochaines semaines et qui vont pouvoir tester la technologie, apprivoiser la recharge à hydrogène qu'on a évoqué longuement dans l'échange. Et puis, si l'échange est concluant, ce qu'on croit fermement,
ensuite pouvoir envisager dans les années qui suivent des déploiements à grande échelle. Merci. Mathieu Gardy pour les taxis Hype. Mathieu, aujourd'hui, on a bien compris qu'il y a des Toyota Mirai dans votre flotte, mais ce que vous aimeriez, Mathieu, c'est qu'il y ait plus d'offres, qu'il y ait plus de véhicules et que les constructeurs, finalement, se saisissent un peu plus de cette question, finalement. Alors, il y a effectivement des Toyota Mirai, il y a aussi des Hyundai Nexo, et je précise aussi qu'on a un Stellantis Jumpy, mais qui n'est qu'à batterie. Donc nous, on veut du zéro émission, et en attendant la version hydrogène batterie, on a déjà acheté un purement batterie. Moi, je suis quand même assez satisfait de ce qu'on constate cette année, parce qu'on a à la fois des véhicules passagers classiques, donc avec Hyundai, Toyota, et là, ils sont déjà sur la deuxième génération de véhicules. Ils ont déjà monté leur capacité de production, et on a des véhicules qui sont déjà de plus en plus aboutis. On a des pure players, ce qu'on n'avait pas dans l'hydrogène, qui est un vrai problème pour moi, avec des gens comme Opium, des gens comme Namix, qui vont animer le marché avec une vision différente, nous aider à nous projeter, à rêver. Et puis on arrive sur un segment qui était vraiment important pour nous et qui nous manquait notamment dans cet usage taxi, qui est la plateforme fonctionnelle, qui est exactement ce qu'on a et qui peut faire à la fois du transport de personnes, minibus ou minivan, ou du transport de marchandises. Et donc là, c'est ce que sortent aujourd'hui Stellantis, ce que sortent aujourd'hui Ivia. Voilà, donc c'était ce type de produit-là qu'on attendait, parce qu'on pense que ça va être un blockbuster pour les usages urgents de transport de marchandises en dernier kilomètre, de transport de personnes en intra-urbain, là où on cherche vraiment très, très, très rapidement des solutions zéro émission d'échappement. Donc, ce que j'espère, c'est que les constructeurs français vont accélérer pour faire en sorte que ces plateformes-là passent le plus rapidement possible à l'échelle. On sait que les premières générations, c'est toujours compliqué, surtout pour les gros constructeurs, mais il faut vraiment maintenir cet effort, solliciter les pouvoirs publics pour les accompagner, ne pas oublier que le transport de personnes est aussi un élément qui va permettre de sécuriser tout ça. Donc, pas rester juste sur l'utilitaire et voilà. Que le VUL est un maillon indispensable pour arriver au poids lourd, là encore, pour occuper le terrain, utiliser les stations, déployer l'écosystème station pendant ce temps-là. Voilà, donc nous, on est vraiment très, très désireux de faire en sorte que cette plateforme-là, minivan ou utilitaire type master, passe rapidement à l'échelle et surtout qu'elle y passe avant que les Asiatiques arrivent, parce que les Chinois, ils ont aussi des plateformes sur ces modèles-là qui vont pas tarder à arriver en Europe. Absolument. On arrive dans les dernières minutes, je vous rassure, il en reste encore quelques-unes, mais j'aimerais bien entendre du côté de Symbio et du côté de Plastic Omnium leur vision. Est-ce que finalement, ce que vous développez, ça peut arriver sur des voitures particulières? On va commencer par vous, Laurent Chauvin, pour Symbio, parce qu'on voit que les voitures sont essentiellement électriques, ici, les voitures particulières sur ce mondial. Est-ce qu'à terme, vous pensez que cette technologie va devenir plus abordable pour la voiture de monsieur tout le monde, entre guillemets? Alors, c'est une excellente question. Abordable, oui, on est sur des trajectoires, vous le voyez, on cible vraiment la massification des volumes avec un objectif de réduction des coûts de la pile pour être tout à fait compétitif par rapport aux solutions actuelles. Est-ce que ça va se développer sur le véhicule et la voiture particulière? L'hydrogène fait du sens à partir du moment où vous voulez, et ça a déjà été dit dans cette conférence, trois choses. Vous voulez transporter sur des longues distances, ou vous voulez transporter de la masse, ou alors vous cherchez la flexibilité. Si vous cherchez une de ces trois composantes, aujourd'hui, vous allez être bloqué avec des solutions purement batterie électrique véhicule électrique à batterie, et donc vous allez retrouver une autre solution qui va être l'hydrogène. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ces solutions sur le véhicule particulier? Les constructeurs ont leur calendrier et ont leur roadmap. Évidemment, à partir du moment où on revient à la problématique de la poule et de l'œuf, à partir du moment où quand on fait le plein à la pompe, soi-même avec son véhicule, soit en électrique, soit en essence, et qu'on voit qu'à côté il y a une station à hydrogène, on se dit, bah tiens, il y a une station ici. Quand on refait le plein une deuxième fois et qu'on se dit, bah tiens, mais là aussi il y a une station à hydrogène. Et quand la troisième fois on refera le plein et qu'on se dit, bah tiens, finalement il y a quand même pas mal de stations. À ça ce sera moment-là, rassurant, finalement. Oui. Exactement. Et à ce moment-là, le marché pourra basculer, pas en totalité, mais on aura un mix énergétique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les énergies. La batterie et le véhicule électrique à batterie fait du sens pour certains usages, et l'hydrogène, sur une des trois composantes que j'ai mentionnées, fera du sens sur certains usages. Merci. Même question pour Xavier Ponchon pour Plastic Omnium, bien entendu, puisque
Je sais qu'effectivement, ça fait partie de vos réflexions. Peut-être pas pour tout de suite, d'ici quelques années. J'ai envie de dire que c'est déjà une réalité parce qu'on travaille aujourd'hui avec Opium sur la voiture et avec un démarrage série en 2025, donc c'est maintenant. Donc j'ai envie de dire l'automobile, c'est déjà la réalité. De manière générale, on doit aussi nous proposer des produits qui vont faire que cette technologie, elle est accessible à tout le monde. Et sur l'automobile, on est en train de développer, grâce aux aides de l'État, des concepts de pack batterie hydrogène qui peuvent prendre la même place que le pack batterie électrique. Et ça va permettre de démocratiser aussi la technologie pour qu'elle soit logeable dans le véhicule, qu'elle soit économiquement viable, parce que tout va se jouer sur la convergence économique comme ça l'a été sur l'électrique. Et donc, on travaille très fort là-dessus. Merci. Une question pour Opium et pour Namix. Vous annoncez 2025, c'est vraiment dans très peu de temps. Est-ce que c'est un pari? Parce qu'on peut se demander si effectivement à cette date-là, l'infrastructure sera suffisante. Pourquoi ce choix d'avoir fait tout de suite une voiture à hydrogène, Kerian? Alors, je peux commencer par répondre, oui. Alors, bon, déjà, nous, on a les ingénieurs et les cerveaux en interne pour être capable de challenger cette accélération. Aujourd'hui, on arrive quand même à sortir notre propre système pile à 200 kW avec un des meilleurs rapports watts par kilogramme ratio au monde. De par cette capacité de démarrer d'une page blanche, je pense que 2025, c'est un enjeu parce qu'on est aujourd'hui dans une pression d'arriver à cette empreinte carbone négative plutôt que prévu. Donc je pense qu'on en a tous pris conscience et aujourd'hui, le panel nous montre aussi qu'il y a un mouvement. Heureusement que ce n'est pas avant. Et, 2025, pour nous, ça me paraît ambitieux, c'est sûr, mais on pense qu'on a les équipes pour y arriver. Et on pense que l'écosystème hydrogène est aussi là pour nous appuyer dans cette dynamique et dans cette ambition. Merci. Fawzia Nadja, si vous êtes toujours en ligne, bien sûr, même question. Donc oui, nous concernant notre planning, il est sur les premiers véhicules livrés fin 2025, début 2025. On a qui vont montrer très fast. Faut comprendre que notre stratégie elle est un peu différente, c'est qu'aujourd'hui nous on est focus sur le système de recharge, qui est vraiment une innovation majeure, qui est la solution qu'on propose aux clients, évidemment sur le design extérieur, le design intérieur, qui va bientôt être présenté. Le reste, tout ce qui concerne les e-motors, la fuel cell, on a des partenaires industriels qui permettent d'aller plus vite, de être accompagnés par Magna sur l'aspect industriel automobile, pas fuel cell. Donc tous ces équipementiers, tous ces fournisseurs. Finalement, nous, Namix, c'est un puzzle géant, forcément, comme beaucoup de constructeurs d'automobiles, pour aller vite et bien. Donc, merci pour ces précisions. Très rapidement, Adam Oskrenzi, on arrive bientôt vers la fin de cette session. Donc, le passage à l'échelle, indispensable du côté de l'infrastructure. Il est vraiment temps d'aller à la vitesse supérieure. Ouais, on l'a vu, je vais pas répéter tout ce qui a été dit. On voit que le maillon faible aujourd'hui, on a développé les électrolyseurs, Valérie en a parlé, il y a des gigafactories qui sont en train de sortir. On fait des gigafactories de piles à combustible et d'usage. Au-delà de ça, si on monte d'un niveau, on voit le potentiel énorme de l'usage de l'hydrogène dans l'industrie, parce que ce sera peut-être 20% simplement pour la mobilité, 80% pour l'industrie, décarboner tous les usages industriels. Donc il y a un potentiel énorme. L'infrastructure est le maillon faible et le maillon clé sur lequel il faut mettre le paquet. Mais l'infrastructure, c'est pas uniquement les stations de recharge, bien sûr, mais c'est aussi toute l'infrastructure de transport et de distribution d'hydrogène. Aujourd'hui, principalement, l'hydrogène, il est produit là où il est utilisé, ou utilisé là où il est produit. Il faut pouvoir développer ces chaînes. Et il faut voir, au niveau européen, on a beaucoup parlé d'indépendance. Moi, je pense que l'indépendance poussée à l'extrême est dangereuse. Il faut être aussi dépendant de certains. Je veux dire, depuis qu'on est sur Terre, les humains, on aime faire du troc et ça donne de la stabilité. Si on échange des choses avec les uns et les autres, on donne de la stabilité. Donc, il faut avoir une vision européenne. Et petite alerte, voyons ce qui s'est passé aux États-Unis au mois d'août avec l'IRA. On voit tout de suite comment ils sont pragmatiques au niveau implémentation des règles pour aller très vite et développer de l'industrie, mettre 400 milliards sur la table pour développer du renouvelable et de l'hydrogène. Ça montre vraiment leur ambition. Il faut qu'on ait cette même ambition au niveau européen. Je ne dis pas qu'on n'a pas avancé, on a fait beaucoup de choses, mais il faut encore accélérer. Il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. Et c'est ce que je fais. Merci Adamo, on sait. Et Clément Janson pour Pragma Mobility, on a parlé des vélos parce que c'est quelque chose qui a marqué effectivement la mobilité légère. C'est aussi une réalité pour l'hydrogène bien sûr. Et vous exposez sur ce pôle professionnel, Clément,
un scooter à hydrogène avec une marque française qui est Mobion. J'espère qu'on va retrouver Clément. Oui, tout à fait, Laurent. C'est vrai que Pragma est connu jusqu'à présent pour son vélo à hydrogène, mais avant toute chose, on est un fabricant de piles à combustible avec un rôle d'équipementier. Et c'est ce qu'on présente ici sur le mondial avec notre partenaire Mobion, qui est un fabricant de scooters électriques français, avec lequel nous sommes en train de développer un scooter à hydrogène qui sera commercialisé dès l'année 2024. Eh bien, c'est super, bravo. On arrive au bout de cette heure finalement. C'était un petit pari de vous réunir tous, mais j'aimerais finir avec les organisateurs du mondial. Serge Gachot, le mondial, c'est parti. C'est parti, c'est bien une réalité. Oui, c'est une vraie réalité. Je vous remercie tous d'ailleurs de votre engagement, particulièrement. Et on va vous montrer Didier également, qui est quand même l'artisan de ce pôle qui rassemble cette filière. Notamment Hype. Parce que... Vous avez vu la belle équipe là? C'est une équipe de France, hein, une équipe du mondial en fait. Non, mais Hype, on se connaît, on s'est croisés il y a quelques mois, mais c'est vrai que je suis ravi que vous soyez là. Et d'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi Toyota et Hyundai. La prochaine fois, ils vont revenir. Voilà. Les absents ont toujours tort. Je traduis. Merci à vous tous. Voilà. Encore une fois, merci à tous les acteurs de cette filière. On est très fiers à Hydrogen Today d'avoir pu réunir tout ce monde-là. Merci d'avoir pris de votre temps. Je crois que c'était utile pour contribuer au débat. On essaie de rester le média de référence par rapport à cette actualité hydrogène qui s'étoffe chaque jour. C'est fantastique. Vraiment, on n'a pas trop de problèmes pour écrire des articles. Et on refera comme ça des événements de ce type. Croyez-nous, on a vraiment très envie de vous aider, vous, tous les acteurs. Et encore une fois, merci au Mondial de l'Auto pour nous avoir hébergés d'une part et pour Obscoch, l'agence qui est derrière, effectivement, bien sûr. Donc tout ça, c'est la PFA, c'est la filière automobile, et l'équipe de France, et cette équipe de France de l'hydrogène, c'est une réalité. Merci à tous, bon salon, et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao.